Et c'est parti pour une vidéo très importante, les fameuses méthodes des tableaux. C'est pour ça que les tableaux sont très pratiques, c'est parce qu'ils ont des méthodes qui y sont associées comme filter, for each, map, reduce, sort, etc., etc. On va voir la première ici, on a un tableau avec des emojis, c'est tout à fait valable, c'est compté comme des chaînes de caractères juste ici. Et donc on a envie d'effectuer une action sur chaque élément du tableau. Donc emojis.forEach par exemple. For each. Et là, je vais lui passer une méthode callback, une fonction callback, une fonction qui va être rappelée callback. Elle va être rappelée autant de fois qu'il y a d'éléments dans ce tableau. D'accord? Pour chaque élément, finalement. For each. Et donc, cette fonction, je vais pouvoir lui passer plusieurs arguments. Je vais pouvoir lui placer plusieurs arguments qui correspondent à des paramètres qui sont mis en place par la méthode for each. Il faut comprendre que la méthode for each, elle sort pas de nulle part, elle correspond à du code, et dans ce code-là, ça va appeler une fonction callback avec plusieurs paramètres possibles. Ensuite, à moi d'utiliser le nombre d'arguments que je veux. Allez donc, ici par exemple, je mets L pour element, et je mets une simple fonction fléchée, très pratique dans les fonctions callback comme ça, avec les tableaux, et je return un console log L comme ça. Et donc ça va juste me console log les différents éléments ici. Très simple. Et très concis avec cette syntaxe ici, avec cette fonction fléchée. Il faut bien comprendre qu'avec une fonction fléchée ici, il y a un return implicite. Quand on est en une ligne comme ça, il y a un return implicite. C'est exactement comme si j'avais fait ceci. Donc là, j'envoie un return et il va falloir que je ferme du coup mon accolade. C'est exactement comme ça, d'accord? Donc là, vous allez me dire, bon, bah, tu return un console log, c'est un petit peu bizarre. Ça va exécuter, si vous voulez, ça va return l'exécution de console log. Voilà. Et donc, quand on a qu'un seul return, eh bien, on peut le réduire, hop là, comme ça. Mais parfois, on peut avoir envie de mettre des accolades quand on a envie, eh bien, d'effectuer du code. Ici, on va passer des conditions, on va appeler des méthodes, on va faire toutes sortes de choses. Et donc, ça peut être utile. Mais si on n'a qu'une seule ligne, autant que ce soit plus concis. Hop. Et voilà, c'est comme ça. Mais surtout, ne jamais oublier qu'il y a un return ici. Hein. Il faut, ça inclut un return. Ça induit un return. Très bien, donc ça c'est for each. Et je vous avais dit que ici, donc ça s'appelle la valeur courante. C'est le premier paramètre. Et donc là, je lui donne un argument à ce paramètre, qui correspond à ce paramètre. Et donc c'est la valeur courante. C'est-à-dire, pour la première itération, je vais avoir l'emoji flamme, et puis le ballon, le skate, etc., etc. D'accord? C'est la valeur courante. On peut avoir d'autres arguments. Par exemple, ici, donc, quand on a plus d'un argument avec une fonction fléchée, il faut mettre des parenthèses. Donc, je peux mettre L index array. D'accord? Donc ici, j'en ai 3. Et donc, je vais pouvoir les loguer si je veux. Index array. Tac. Et donc là, à chaque fois, vous voyez que j'ai flamme, c'est à l'index 0, et le tableau à partir duquel j'ai appelé ma méthode for each ici, eh bien c'est ce tableau-là. Voilà. Et donc, en fait, ces autres paramètres possibles peuvent m'aider lors de la réalisation de certaines tâches, tout simplement. Index, par exemple, on l'utilise beaucoup, on l'utilise assez souvent. C'est pas obligatoire, mais on peut l'utiliser, Array, un petit peu moins, mais pourquoi pas, on peut aussi l'utiliser, voilà. Donc voilà ce genre de choses, et parfois, peut-être sur des vieux posts Stack Overflow, vous pouvez voir une autre façon de faire. Au lieu d'avoir la fonction fléchée juste ici, vous allez avoir une fonction classique avec le mot-clé function ici. Function qu'on a juste ici. Et là, donc, j'ouvre les accolades et j'essaye de bien le présenter. Hop, je console log ça là. Et je prends là, ça, tac, que je mets juste ici. Ok. Et donc, je vais, ici, dans ma fonction, je vais console log. D'accord? J'aurais pu faire un return console log si j'ai envie de faire exactement la même chose qu'au-dessus. Mais bon, ça va faire la même chose. Vous voyez, donc ça, c'est la fonction classique. Et c'est, entre autres, pourquoi les fonctions fléchées ont été créées. Pas que pour ça, il y a aussi le mot-clé 10 qui peut changer, etc. Mais, entre autres, c'était pour avoir quelque chose de plus concis. Parce que, bon, là, c'est quand même avec le mot-clé function, ouvrir les accolades, etc. C'est un petit peu moins concis que d'avoir tout sur une ligne comme ça. Voilà. Ok, c'est important quand on débute d'avoir ce genre d'explication sur la syntaxe parce qu'on peut se poser des questions. Pourquoi là j'utilise ça, etc., etc. Ok, très bien. Alors, c'est la seule chose que je veux montrer. Function ici. Ouais, c'est bon pour for each, c'est bon, voilà, pour chaque. Alors, il y a un sempiternel débat sur for each vs boucle for off, etc. En général, c'est est-ce qu'il faut utiliser la boucle for ou est-ce qu'il faut utiliser for each? Eh bien, ça dépend. Certes, la boucle for va être plus rapide en termes de performance que for each, mais pour avoir un retour sur ses bénéfices, il faudrait vraiment effectuer des milliers, voire des dizaines de milliers d'actions. Donc 99% du temps, on va pas effectuer des dizaines de milliers d'actions. D'accord. Ça peut arriver, par exemple, j'ai fait une animation de particules récemment avec les canvas et j'avais beaucoup d'actions à effectuer, donc j'ai utilisé une double boucle for.
Mais sinon, la plupart du temps, en JS moderne, quand on l'utilise par exemple avec des frameworks, etc., on va préférer for each pour sa syntaxe, pour ses paramètres disponibles, et donc sa syntaxe orientée fonction comme ça, qui va nous permettre de rester dans le jus de notre application, et c'est facilement compréhensible en fait. For each c'est facilement compréhensible et on peut facilement le créer comme ça. Voilà. Après j'ai pas envie d'ouvrir les débats, mais voilà, ça dépend des cas d'utilisation en fait, comme dans beaucoup d'endroits à chaque fois en JS. Ok, donc ça c'est pour for each, on peut le mettre en commentaire, CTRL-K-C, tac. On va vraiment faire un petit cours hein, sur ces méthodes, c'est très très utile. Hein. Il faut vraiment les maîtriser ces méthodes, c'est très très important. Donc la méthode map va retourner un nouveau tableau avec une action qui aura été effectuée sur la valeur courante. Donc par exemple, ici on a un tableau avec des objets. On a John, Peter et Patrick. Ils ont des âges comme ça. Eh bien moi j'ai envie d'avoir un tableau qui contient juste les âges. Comment je fais ? Je peux utiliser une boucle, je peux utiliser for each, avec un tableau à l'extérieur, etc. Mais c'est pas très très pratique. Il y a la méthode map pour ça. Donc on vient ici, on fait const names par exemple, est égal. Users, c'est mon tableau au-dessus, .map. Et donc pour chaque user, c'est la valeur courante à chaque fois, comme au-dessus pour for each. Je return username. Et en fait, je return où ? Dans un nouveau tableau. Je return username dans un nouveau tableau. Et donc on peut le loguer, on vient ici faire log names, tac, hop, et donc on a un nouveau tableau avec, ici j'ai mis name, j'avais dit âge. Attention, j'avais dit âge. Hop, donc on a l'âge ici, bon, pour names, du coup ça fonctionnerait aussi. Du coup, ages, je mettrai un S ici du coup, pour avoir l'âge, voilà, pour respecter ce que j'ai dit précédemment, ça se ferait comme ça, voilà. Et donc du coup on aurait l'âge ici, puis on pourrait faire un calcul, je sais pas, un calcul de moyenne d'âge, ou utiliser ces âges, ou n'importe où en fait, voilà, où est-ce qu'on a envie de les utiliser. Donc la méthode map est extrêmement pratique, attention cependant à ne pas utiliser map juste pour faire finalement une opération sur des éléments. Si on a envie de faire ça, on utilise juste for each. Tout simplement, en fait. On n'utilise pas map si ensuite on n'utilise pas le tableau qui a été retourné par map. D'accord ? For each ne retourne rien, for each retourne undefined. Alors que là, ça retourne un tableau, c'est ça toute l'utilité de map. Si ensuite on utilise ce nouveau tableau comme ça. Voilà. Donc très bien, on a tous les âges ici, ok. Map très utilisé avec les frameworks JS par exemple, avec JSX pour créer comme ça de l'interface très facilement. Ensuite, on a des méthodes qui nous permettent de retrouver certaines choses. Très très pratique. Donc on a un tableau de fruits juste ici. Et donc par exemple, je vais loguer, console log, je vais loguer le retour de la méthode find. Donc fruits.find, l'élément qui sera strictement égal à la pêche comme ça. Hop. Alors fruits.fins, je ne veux pas parler des Finlandais, mais find, hop. Très bien, voilà, hop. Et donc ça m'a retourné l'élément en question. Find peut être très pratique quand on a un tableau avec des objets, par exemple ici. Ça va retourner le premier objet qui correspond à quelque chose. Donc ce qui pourrait être utile, on pourrait venir ici et faire user.find l.name est strictement égal à Peter. Et donc là, on aura cet objet qui est retourné. Alors, en général, il faut éviter de jouer avec des noms comme ça, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs Peter dans notre base de données. En général, on utilise des ID qui sont associés avec tout ça, d'accord ? Voilà, mais bon, ici, ça fonctionne bien. Donc, find peut être pratique pour ça, pour retourner un objet en question, ou pour retourner un élément aussi, donc comme je vous avais fait faire juste ici. Voilà. Donc là, on va mettre tout ça en commentaire. Hop. Donc là, voilà, ça nous retourne la pêche juste là. Ok. Ensuite, on a find index. Si on ne veut pas l'élément en question, mais on veut son index. Donc on fait find index, comme ça. Et on veut l'index de la fraise. Donc là, la pêche, ça sera 4. 0, 1, 2, 3, 4. Et la fraise, ce sera 0, comme ça. Voilà. Très pratique aussi, si on veut juste un index. Et ce qui est pratique ici, c'est qu'on peut y mettre une fonction callback, donc. Mais on a aussi, ce qui existe, c'est indexOf. IndexOf qui ressemble beaucoup à tout ça. Donc là, je fais... donc pour dupliquer, j'ai fait Shift, Alt, flèche du bas. Donc Maj, Alt, flèche du bas. Et bon, à la limite, je vais enlever tout ça juste ici. Je vais juste faire fruits.indexOf. Et je vais me prendre les cerises. Hop, et je vais avoir l'index ici des cerises. Donc on pourrait me dire, c'est quoi la différence entre find index et indexOf ? Eh bien, c'est qu'ici, je peux passer une fonction callback. Donc je peux faire beaucoup plus de choses que juste indexOf juste là. IndexOf, on va dire, c'est pour rapidement savoir si on a trouvé en fait l'index d'un élément, si on a des calculs, des conditions, l'appel d'autres méthodes, etc., qu'on a envie d'avoir pour gérer notre condition, eh bien on passe comme ça une fonction callback. Voilà. Donc très pratique ces petites méthodes pour trouver des éléments, trouver des index. C'est très très courant de faire ce genre de choses, très très courant. Ensuite on a sum, every et include.
Alors include j'utilise beaucoup, some et every un petit peu moins, mais bon, on peut les utiliser également. Donc pareil, ici on va faire un log, tac, on va faire un log juste ici, et on va faire un numbers.sum, et donc l'élément, ou num par exemple, num strictement égal à 2. Qu'est-ce que ça va me retourner ici? Ça me retourne true. Alors attendez, on va enlever console log. Ça me retourne true comme ça. Très bien. Donc pourquoi ça me retourne true? Eh bien parce que j'ai au moins un élément qui va être égal à 2 comme ça. Si j'en ai pas, tac, ça va me retourner false. Voilà, donc sum, c'est au moins un élément du tableau qui va satisfaire la condition du retour de la fonction callback. Du retour de la fonction callback. Ok. Ensuite, si on veut vérifier pour chaque élément du tableau, là on a every. Donc c'est pas sum, c'est every. Est-ce que tous les éléments sont égaux à 2? Non. Par contre, est-ce que tous les éléments ici sont supérieurs, strictement supérieurs à 1? Oui, c'est num strictement supérieur à 1. Ah non, je suis bête. Et là, j'ai un 1 juste ici, donc on pourrait mettre supérieur ou égal. Tac, donc true juste ici. Ou alors on pourrait mettre inférieur à 20 par exemple, ils sont tous inférieurs à 20. Donc là, ça mettrait true. Donc attention, every, c'est pour chaque élément du tableau. Every, il faut que tous ces éléments passent la condition du return ici. Voilà. En fait, la fonction callback va être testée dans notre every, si vous voulez. D'accord? Donc, fonction every, ça prend une callback comme ça. Et en fait, ça va tester à chaque fois la callback avec chaque élément du tableau. Donc, avec chaque élément du tableau comme ça. Et ça fera quelque chose. On pourra avoir une boucle for juste ici pour chaque élément du tableau. Et ensuite, hop, on va tester quelque chose et on le mettra dans un nouveau tableau, par exemple. Const r est égal, tac. Et donc, si ça passe la condition, eh bien, je vais le push dans mon tableau. r.pushL. Voilà. Bon, ce serait une implémentation basique. Il faut pas oublier que ce sont des méthodes, tout ça, c'est du code, hein, c'est du code, ça a été codé, ça correspond à quelque chose, ça vient pas comme ça, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit qui nous apporte ces méthodes-là. Vous pouvez tenter de les recréer par vous-même, en fait, tout simplement. Vous pouvez tenter de les personnaliser, de les recréer par vous-même, vous pouvez tenter de recréer la méthode filter, etc. Et c'est très pratique pour comprendre ce qui se passe sous le capot, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Et comprendre l'intérêt de ces fonctions qu'on appelle des fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire des fonctions qui soit utilisent une autre fonction en argument, comme ça, en paramètre, en argument, soit qui en retourne une autre. Soit qui en utilise une en paramètre ou qui en retourne une autre. Ce sont les fonctions d'ordre supérieur et elles permettent en fait de décupler les pouvoirs d'une fonction parce que on peut résoudre beaucoup de problèmes avec. Voilà. Ce sont les fonctions d'ordre supérieur et donc là, les fonctions d'ordre supérieur des tableaux. Ok, donc sum, every et include ici. Include. Donc voyons voir ici. Je vais avoir log, tac, et je vais avoir numbers.includes. Et donc par exemple, est-ce que ça inclut 5 comme ça? Et donc là, ça me met true comme ça. Donc ça aussi, ça peut être pratique. J'aurais peut-être pu mettre includes au-dessus, hein, avec les find index et find, mais j'ai préféré les mettre ici, dans la petite famille des sum, every et include. Ça aussi, on l'utilise assez beaucoup. Et à chaque fois, j'oublie le S, ne l'oubliez pas. Il y a bien un includes comme ça, parce que c'est la troisième personne du singulier, includes. Ok, très bien. Ensuite, donc on a un filter. Ici, la méthode filter, extrêmement utilisée également. Il faut la connaître. Donc on a des salaires. 1000, 2500, 5000, etc., etc. Très bien. On a envie de filtrer les salaires qui sont supérieurs à 3000. On a envie de filtrer ces salaires. Donc on va faire const filtered salaries est égal salaries.filter valeur courante à chaque fois, element, où on aurait pu mettre salary aussi, élément supérieur à 3000, strictement supérieur à 3000. Donc j'arrive ici, je vais loguer tout ça, filtered salary, donc ça je vais le mettre en commentaire, juste, hop. Et donc il faut savoir que filtered retourne également un nouveau tableau. Il y a certaines méthodes, comme ici, ça retourne pas un nouveau tableau, ce que ça retourne c'est true, false, etc. par exemple, d'accord? Ce qui retourne un nouveau tableau aussi, c'est la méthode map. La méthode map retourne un nouveau tableau. Donc il faut faire attention, parfois le return de ces méthodes-là est très très important, et d'ailleurs ces méthodes-là sont basées sur leur return, parce que filter sans le return du tableau, bon ben on s'en fiche un peu, voilà, ça n'existe pas. Donc il nous faut un nouveau tableau comme ça, enfin ça aurait pu le faire, ça aurait pu bouger le même tableau, mais du coup c'est beaucoup plus propre d'avoir un nouveau tableau que d'aller trifouiller comme ça le tableau déjà existant, même si on va voir que c'est possible, après on peut avoir ce genre de choses également. Bref, du coup, salaries.filter, d'accord, donc tous les salaires qui sont strictement supérieurs à 3000. Donc là, pour avoir une définition, on pourrait dire que la méthode filter va retourner un nouveau tableau avec tous les éléments qui passent la condition définie par le return de la callback.
qui passe la condition définie par le return de la callback. Comme je vous avais montré un petit peu au-dessus, comme ça. D'accord? Ça va à chaque fois, si vous voulez, une boucle for, ça va tester à chaque fois avec cette callback qui va être rappelée pour chaque élément du tableau. Et donc ici, ça me donne bien 5000, 7850, etc., etc. D'accord? Et donc on a bien tout ça. Donc filter, c'est très, très utilisé. Au début, ça fait un peu bizarre de se dire, attends, où est ma condition, comment ça se passe, etc. C'est le return ici qui va être testé, d'accord? C'est le return qui va être testé. Si ça retourne true, eh bien, on va garder l'élément. Si ça retourne false, on va pas garder l'élément, tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez faire des conditions un peu plus complexes, hein. Vous pouvez toujours ouvrir ça et avoir des conditions qui vont être plus complexes. Donc, au lieu d'avoir ça juste ici, tac, tac, je pourrais avoir if tatati tatata, alors tatata, sinon tatata, d'accord? Et donc là, je pourrais avoir une condition supérieure. Par exemple, si j'avais des objets ici, eh bien, si je voulais avoir une condition sur plusieurs propriétés de l'objet, il faudrait à la fois que le salaire soit supérieur à 3000, mais aussi que l'âge des salariés soit supérieur à 30, par exemple. Voilà, pour avoir des filtres un petit peu plus complexes. On peut aussi faire ça, évidemment. Voilà. Tac, tac, tac. On aurait pu aussi, ce que je viens de vous dire, le faire en une ligne. Et voilà, on aurait pu aussi le faire en une ligne. Évitons aussi de faire des filtres en une ligne qui soient aussi trop compliqués. Parfois, quand on essaie de faire les choses les plus concises possibles en JS, ça devient aussi compliqué en fait, si on essaie de faire le plus court possible. Bref. La méthode sort. La méthode sort, ça veut dire trier en anglais. Ça veut dire trier. Donc, cette méthode peut poser quelques problèmes, donc on va essayer de l'expliquer assez facilement. Pour commencer, on va essayer de trier les chaînes de caractères ici. Parce que de base, on a une façon très facile de faire tout ça, qui va être const, par exemple, sorted letters est égal letters.sort. C'est tout. C'est tout. Je fais juste ça, et ça va trier comme ça mon tableau de lettres. D'accord? Donc on a bien A, B, Z ici, alors que là j'avais Z, B, A. D'accord? A, B, Z, Z, B, A. Donc de base, en fait, ça va comparer les chaînes de caractères. Mais comment ça va les comparer? Eh bien, ça va les comparer avec leur code UTF-16. Avec leur code UTF-16, eh bien, ça va les comparer, et donc ça va savoir quelle lettre est avant quelle autre lettre. Voilà. Donc de base, c'est pour les lettres, ça fonctionne bien, et c'est assez pratique. Et comment je fais, du coup, avec mes nombres juste ici? Donc mark, ça veut dire note, imaginons ce sont nos notes qu'on a eues au lycée. Et donc ici, tac, j'arrive là. Pardon, c'est pas letters.mark, c'est marks.sort. Et donc là, j'ai 11, 12, 14, 15, 17, 7 ici. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai 7 juste là? 7, ça devrait être juste ici, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que si vous lui passez des nombres à sort, eh bien, ça va les transformer en chaînes de caractères et les comparer comme des chaînes de caractères juste ici avec leur code UTF-16. D'accord? Donc, ça fonctionne pas très bien, Heureusement, on peut lui passer ici une fonction callback, donc A, B, et on va return A-B. A, B, return A-B. Et là, oh tiens, ça fonctionne. Donc c'est plus sorted later, on pourrait appeler ça sorted marks. Et là, ça fonctionne. Ça va appliquer un algorithme de tri qui va être ensuite, en termes d'application, propre à chaque navigateur. Firefox, par exemple, fait quelque chose de différent de Chrome. D'accord? Mais sinon, ça va quand même les trier. Avec un algorithme, on appelle l'algorithme d'insertion. Il est très simple à comprendre. Ça va littéralement, en fait, comparer chaque valeur que vous avez dans votre tableau, à commencer par les deux premières. Donc, les deux premières vont ensuite être triées. Ce sera la partie du tableau qui sera triée et ça sera la partie non triée. Puis, on va comparer cette valeur avec les deux autres. Et donc, on la placera en fonction d'eux. Et donc, ce sera cette partie qui sera triée. Puis, celle-ci avec la partie triée. Et donc, ça deviendra cette partie qui sera triée, etc. Vous avez compris. Voilà. C'est un algorithme qui n'est pas très efficace quand vous avez des énormes paquets de données, mais qui est efficace et pratique quand vous avez des petits ensembles de données comme on a juste ici. C'est l'algorithme d'insertion. Vous pouvez taper sur Google comment fonctionne l'algo d'insertion. Vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Voilà, et donc ce que ça utilise sous le capot, la méthode sort. Donc on peut à la fois comparer comme ça des chaînes de caractères et à la fois comparer également des nombres si on le souhaite comme ça. Voilà. Donc là, j'ai l'ordre ascendant comme ça, donc croissant. Et j'aurais pu avoir l'ordre décroissant comme ça. Hop, décroissant. Voilà. Super, donc la méthode sort, très très pratique également, et j'ai la méthode reduce également qui peut poser un petit peu de problème. On finit avec les deux méthodes en général qu'on comprend le moins facilement. Et donc on va faire const average, donc moyenne, est égal marks.reduce. Je lui passe ici deux arguments, A et B, et je vais return A plus B. Qu'est-ce qui se passe ici? Et je vais loguer average. Ok, oups, tac, tac. Ok, donc ici j'ai 76. En fait, j'ai réussi à réduire, entre guillemets,
toutes les valeurs de mon tableau ici en les accumulant, en faisant à chaque fois plus, comme ça. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que A est l'accumulateur et B est la valeur courante. Donc l'accumulateur de base démarre à 0. Il démarre à 0 de base, d'accord? Donc le A ici va être égal à 0. B va être la valeur courante. Donc de base, ça va faire 15, et en fait, ça va faire 0 plus 15. Et donc ensuite, on passe à l'autre itération, donc A sera égal à 15, B sera égal à 7. Donc ça va faire 15 plus 7, puis 22 plus 12, puis etc., etc., etc. Voilà. On peut lui passer un second argument, ici. Donc ici, notre premier argument, il faut pas oublier que ça, c'est un argument. Hein. C'est comme quand vous mettez des arguments sous forme de valeurs primitives, comme ça, hein, chaîne de caractères, etc. Bah là, c'est juste une callback, c'est une fonction. Donc je peux mettre une virgule juste ici, je peux mettre 999 comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, maintenant j'ai 1075 ici. Alors on va enlever ce qu'il y a au-dessus. Hop, je vais enlever ça. Tac. Et je vais enlever ça. Donc on a 1075. Parce que de base, en fait, j'ai dit que l'accumulateur ne sera pas égal à 0. Il sera égal à 999. Donc je démarre, si vous voulez, à 999 plus 15, etc., etc. Donc ça peut être pratique si vous avez envie de démarrer à autre chose que 0. Sinon, ça sert à rien de mettre 0 ici. C'est déjà la valeur de base de votre accumulateur. Voilà. Donc reduce, très bien, bon, c'est bon, mais on n'a pas encore quand même la moyenne de nos notes ici. On n'a pas encore la moyenne. Comment on pourrait faire tout ça? Comment on pourrait faire? Eh bien, on pourrait diviser tout ça par la longueur de notre tableau. On pourrait diviser tout ça par la longueur de notre tableau. Donc, ce qui est retourné par reduce ici, c'est bien un nombre. Donc finalement, cette expression, eh bien, c'est un nombre. Donc je peux faire diviser par marks.length, qui est aussi un nombre, qui est la longueur du tableau, Donc ça me donne 12.6666, comme ça, d'accord? Et bon, 12.66 c'est bien, mais on aimerait quand même réduire peut-être à ces deux chiffres après la virgule. Donc on va faire .toFixed. Et on peut lui mettre 2 juste là. Mais ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce qu'on a envie de faire toFixed au résultat de la division. Donc on va mettre des parenthèses ici. Hop, et hop. Et toFixed, on va l'appliquer au résultat de la division de mark.length et de reduce juste ici. Et donc vous voyez que ça va nous le tronquer comme ça, c'est le bon mot, oui c'est le bon mot, le tronquer à 12.67 comme ça, voilà, 12.67, super. Génial, et donc du coup on a bien notre average juste ici, voilà. Alors ça fait combien de temps que je parle juste là? 22 minutes, mais à mon avis, franchement, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce sont des 22 minutes très très importantes dans votre carrière de développeur web ou développeur avec JavaScript, parce que ces méthodes sont dispo avec JavaScript partout. Ça fait vraiment partie du cœur de JS. Et donc c'est extrêmement utile. De for each jusqu'à map avec les frameworks JS, on l'utilise mais littéralement tout le temps. Find index, etc. Dès qu'on reçoit des données d'une API ou ailleurs, on a envie de savoir où est-ce qu'on a notre ID 9996. Ensuite sum, every, include. J'utilise un petit peu moins, mais parfois ça peut arriver d'utiliser notamment include. Every par exemple, parfois on peut avoir envie. Filter, pareil, c'est extrêmement utilisé. Sort aussi, sort, même si ça peut être un peu dur à comprendre au début. Alors allez voir l'algorithme d'insertion, allez tester un petit peu tout ça, allez voir les codes UTF-16 également, pour savoir ce que c'est en fait. Chaque lettre, chaque symbole va avoir un code tout simplement, et donc ça va pouvoir le comparer par rapport à ça. Et reduce aussi, qui peut être pratique pour calculer par exemple une moyenne ou autre, par exemple, ça peut être pratique. Voilà. Super, super, génial. C'est bon pour ça, vous allez pouvoir nous rejoindre sur le Discord, où on parle développement web. On a remis en place les défis. Alors c'est plus les défis de la semaine maintenant, c'est les défis des 2 semaines. Ce sera un petit peu mieux, je pense, ça laisse plus de temps aux gens et à moi-même de participer comme ça. Donc là on a mis en place un défi qui, on a essayé de le rendre fun, en fait, de choisir une idée fun, c'est la création d'un loader, tout simplement. Donc, un loader animé, un loader de tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser toutes les technos que vous voulez, et vous pouvez faire un loader de très simple à très complexe, et voilà. Donc, on a créé des rôles également, champion des défis, donc il y aura or, argent et bronze, et donc vous pourrez décrocher comme ça ces rôles permanents si vous réussissez à faire des projets comme ça qui vont recueillir le plus de votes à la fin des 2 semaines. Voilà. Vous pouvez rejoindre la newsletter également si vous voulez des news dans le développement web. J'envoie soit des articles que je crée moi-même évidemment sur le développement web. Donc le dernier article c'était est-ce qu'il faut être bon en design pour être développeur front-end. Voilà. Et sinon, j'envoie aussi des promos sur des cours que je sors, où je tiens au courant ceux qui suivent mes cours sur les mises à jour, etc., etc. Donc, c'est très pratique de suivre cette newsletter. Elle est en description. Et puis, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, École du Web, Udemy, etc., etc. Allez, on se dit à la prochaine.